bien, chers amis, merci d'être fidèles donc, au Centre universitaire méditerranéen et au rendez-vous de l'Alliance française de Nice. Alors, la ville de Nice, son maire, Christian Estrosi, son maire adjoint élu au CUM, donc Agnès Rampal, sont très heureux d'accueillir aujourd'hui Frédéric Vitoux, qui est déjà venu l'année dernière, invité par l'équipe du CUM, et qui cette année répond à notre invitation commune autour de la langue française, dont vous n'avez pas manqué de remarquer qu'elle a été particulièrement fêtée il y a peu, à l'occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Frédéric Vitoux, vous le savez, est académicien. Donc nous montons en puissance, puisqu'il y a un mois, nous avons reçu Pierre Assouline de l'Académie Goncourt. Nous recevons aujourd'hui un jeune académicien français qui s'inscrit à la fois dans la plus grande tradition, je dirais, de la conversation littéraire et de l'art de la fiction, et qui en même temps a une très grande expérience de l'art du XXe siècle et du XXIe, puisqu'il connaît très bien le cinéma, notamment, et qu'il s'intéresse à tous les domaines de la pensée et de la création artistique. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler de la passion inquiète que les Français nourrissent pour leur langue, et pas seulement les Français. Et avant de lui laisser la parole, simplement le mot en le remerciant très vivement d'être parmi nous, simplement le mot d'un autre écrivain espagnol d'origine qui parlait de la langue française, de sa sécheresse illuminée et de sa concision lumineuse, par une tournure de rhétorique que vous apprécierez. Bon, merci, monsieur l'académicien, et nous sommes très heureux de vous entendre. Merci. Je vous remercie, Madame Winter, de vos propos. Voulant m'entretenir avec vous, en effet, de la langue, je cherchais un titre possible, et ce mot de passion inquiète, qui peut paraître contradictoire, puisque si on a, et je crois que les Français éprouvent sincèrement une véritable passion pour leur langue, donc il n'y a pas de motif à s'inquiéter. Quand je vous parle de la passion pour la langue française, Madame Winter vient de le rappeler très justement, il y a encore 10 jours, il y avait cette semaine de la langue française. Je ne suis pas sûr qu'il existe des semaines de la langue italienne en Italie ou des semaines de la langue allemande en Allemagne. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire des semaines de la langue castillane en Espagne, puisque l'Espagne a 4 langues différentes officielles. Je crois que c'est quelque chose de profondément français, cette passion pour la langue. Regardez les concours d'orthographe qu'organisait, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais organisait il y a encore peu de temps un Bernard Pivot, à quel point les gens étaient absolument passionnés par ces concours d'orthographe, étaient même parfois retransmis à la télévision. C'est vraiment très impressionnant de voir cette ferveur pour la langue. Il y a 2 ans environ, nous avons été un certain nombre à l'Académie française à créer, dans le cadre du site informatique, du site internet de l'Académie française, une rubrique qui s'appelait « Dire, ne pas dire ». Et cette rubrique change tous les mois. C'est comme une sorte de petit journal où l'on donne des conseils, où l'on souligne des impropriétés, des confusions de sens, où l'on développe certains mots qui sont des bonheurs peut-être parfois un peu oubliés de la langue française, et où, naturellement, dans ces pages de dire, ne pas dire, interviennent les internautes. Or, nous avons été vraiment surpris, et même très heureusement surpris, par la quantité de connexions que nous avons eues à cette rubrique « Dire, ne pas dire », qui se compte maintenant par plus que par dizaines de milliers, mais par dizaines de milliers, et de par le monde. On a des connexions du monde entier, de francophones, du monde entier, ou de gens qui sont attachés à la culture française et qui écrivent, qui réagissent, qui discutent, qui disputent, qui parfois nous posent des questions sur tel ou tel mot, sur telle ou telle tournure, sur tel ou tel point de grammaire.
Et c'est vraiment extraordinaire de voir à quel point un site comme ce Dire ne pas dire, où chaque mois aussi, un académicien fait un bloc-notes, très comme une sorte de libre opinion, de libre humeur, très vraiment, parfois très souriante ou parfois très vindicative, ça dépend. Moi, je me souviens, il y a 1 an, j'avais fait une rubrique, par exemple, sur le mot rêver. Le mot rêver, qui curieusement apparaît dans la langue française assez tardivement, à partir du XVIIIe siècle, parce qu'encore au XVIIe siècle, le mot rêve n'existe quasiment pas. On parle de songe. La Fontaine, vous savez, un lièvre en son gîte songeait. Et ce mot rêve, rêver, rêve, très curieusement, les linguistes, les spécialistes d'étymologie ne savent pas d'où ils viennent. Il y a des hypothèses qui sont avancées les unes après les autres, mais il n'y a aucun consensus pour savoir d'où vient le mot rêve. Or, c'est extraordinaire que ce mot rêve semble presque rêver dans la langue. Il apparaît et on ne sait pas d'où. Vous voyez, c'était un exemple d'une chronique, d'une libre humeur que j'avais écrite il y a quelque temps. Mais on pourrait donc croire que par ces réactions-là, que la situation du français donc est bonne, se porte bien, la langue française est bien vivante. Oui, elle est bien vivante. Et si vous voulez, je vais, pour commencer, afin de situer un peu les choses, pardonnez-moi, ça va être un peu fastidieux ou en tout cas du moins austère, vous donner quelques chiffres. Parce qu'il faut toujours savoir si on dit la langue française est menacée, est-elle vraiment menacée? Aujourd'hui, on s'accorde à penser qu'il y a environ 220 millions de locuteurs français dans le monde, c'est-à-dire environ 3% de la population mondiale, ou si vous préférez, 1 personne sur 32 dans le monde parle français. Et ces locuteurs français se répartissent sur les 5 continents. Alors bien sûr, c'est en Europe qu'on trouve le plus de locuteurs, puisqu'on compte un peu moins de 88 millions de locuteurs français en Europe, mais il y en a quand même 79 millions dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire si vous préférez, 33 millions et demi en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 16 millions et pratiquement 17 millions en Amérique et aux Caraïbes, et enfin 2,6 millions en Asie et en Océanie. Donc ces chiffres sont quand même importants. On pourrait dire aussi que 29 États dans le monde reconnaissent le français comme langue officielle de leur constitution et 13 États considèrent le français comme langue unique de leur constitution. Alors, si l'on regarde un peu dans l'avenir et si l'on regarde ce que prévoient les scientifiques, les responsables de l'évolution des populations, etc., les chiffres sont assez surprenants. Si l'on prend, mettons, comme horizon le milieu du XXIe siècle, l'année 2050, beaucoup de chercheurs s'accordent à penser que les locuteurs français seront passés de 220 millions, tenez-vous bien, à 700 millions de locuteurs français. Et donc, ce ne sera plus 3% de la population du monde qui parlera français, mais 8% de la population mondiale qui parlera français. Ce nombre général d'habitants dans le monde étant passé, lui, de 7 milliards à 9 milliards. Autrement dit, certains pensent qu'en 2050, il y aura un locuteur français sur 13 habitants dans notre planète et non pas un habitant sur 32. Alors pourquoi ce chiffre qui vous paraît sans doute très surprenant, et à moi aussi? Tout simplement pour une raison que tous les démographes constatent, c'est l'explosion démographique en Afrique, et en particulier en Afrique noire. Donc, en 2050, on pense qu'environ 85% de la population des francophones seront africains. Alors, bien sûr, ces chiffres que, en particulier, avance l'OIF, si vous préférez, l'Organisation internationale de la francophonie, me paraissent quand même devoir être envisagés avec un regard un petit peu critique. Pourquoi? Parce que je crois que pour l'Organisation internationale de la francophonie, ils considèrent que tous les citoyens d'un pays où le français est la langue officielle parlent cette langue. Or, en Afrique, c'est assez loin d'être le cas, malheureusement. Mais si on veut prendre un autre exemple, dans le temps, et si on se reporte à la France, c'est un peu la situation de la France en 1914.
à peu près de la moitié des soldats français mobilisés en 14, on a toujours tendance à l'oublier, parlaient très mal le français et certains ne le parlaient pas. Autrement dit, près de la moitié des conscrits français en 14 avaient besoin de sous-officiers pour traduire les ordres de leurs supérieurs en breton, en occitan, en basque ou dans d'autres langues. Donc on peut dire qu'en 1914, en fait, une part importante de la population ne parlait pas le français, même si le français était bien la langue commune de la France. J'ai trouvé une revue américaine aussi qui tempère un peu les chiffres donnés par l'OIF et qui pense quand même qu'il n'y aurait pas plus d'aujourd'hui de 64 à 70 millions de locuteurs français, loin derrière le chinois mandarin qui est la première langue dans le monde, avec environ 880 millions de locuteurs, l'espagnol, plus de 320, l'anglais, 310, et l'hindi, 180 millions. Voilà les langues les plus importantes. Et si je veux même, et c'est toujours un peu intéressant d'élargir un peu la vision, on peut considérer, d'après l'UNESCO, qu'il y a environ, aujourd'hui, dans le monde, 6000 langues différentes parlées dans le monde. 6000 langues. Mais que, sur les 6000 langues, il n'y a que 240 langues qui sont parlées par 96% de la population. Autrement dit, 5760 langues ne représentent que 4% de la population du monde et que la plupart de ces langues, près de 50% d'entre elles, sont aujourd'hui menacées de disparition. Ce qui est absolument... Et l'UNESCO pense qu'il disparaît environ 25 langues chaque année. On parle à juste titre et on s'émeut, les écologistes, et pas seulement les écologistes, se désolent, et ils ont parfaitement raison, de la disparition de nombreuses espèces animales, mais penser que 25 langues disparaissent chaque année, c'est aussi déchirant pour la culture et la diversité du monde. Je pense d'ailleurs à cet égard à une chose amusante, c'est l'un de mes illustres confrères qui m'ont précédé à l'Académie française, c'était Georges Dumézil. Georges Dumézil, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il était l'un des plus grands linguistes, philologues et un spécialiste des langues européennes du XXe siècle. Or, il y a une histoire assez savoureuse et en même temps assez mélancolique qui s'est passée avec Dumézil au début des années 80. Il était à Istanbul et il sortait de son hôtel au moment où il reçoit, naturellement par maladresse, une pelletée de terre d'un Turc, croyait-il, qui était en train de faire des travaux de voirie dans la rue en face de l'hôtel. Alors, il réagit, lui qui parlait un nombre incroyable de langues, Georges Dumézil, et en turc, il apostrophe cet ouvrier en lui demandant quand même de faire attention à ce qu'il fait. Et l'homme lui répond dans une langue qui n'est pas le turc. Et Dumézil s'interrompt, écoute cet homme et croit reconnaître une langue qu'il avait identifiée, mais dont il n'avait jamais trouvé aucun locuteur, et cette langue s'appelait l'oubik, qui était une langue d'Asie mineure qu'il croyait disparue. Et aussitôt, il interrompt la véhémence de cet ouvrier, lui dit « Attendez, arrêtez, est-ce que vous avez arrêté votre travail? Venez avec moi à l'hôtel et j'aimerais que nous parlions ensemble. » Et cet homme, on connaît son nom, il s'appelait Tevfik Esenk, va passer des journées et des journées avec Georges Dumézil pour rédiger une grammaire et un dictionnaire de cette langue oubliée qui s'appelle l'oubik. C'est une langue qui avait 83 consonnes. Je vous laisse apprécier la difficulté. Et je crois que ces deux hommes, cet ouvrier qui était à Istanbul, qui venait d'Asie mineure et qui parlait encore de mémoire familiale, de mémoire de ses ancêtres, cette langue, et Dumézil, ont été sans doute les deux derniers locuteurs de cette langue qui a aujourd'hui disparu, mais malgré tout, qui a été conservée grâce au travail et aux travaux de Dumézil et de cet homme. Je vous ai dit que les Français, dans cette langue française, donc, dont la situation apparemment n'est pas désespérée, soit dans les chiffres globaux, soit dans la ferveur des Français, les Français sont inquiets. Alors, il n'est pas question ici d'ailleurs de faire de la politique, de savoir si le sentiment que les Français ont du développement de la langue, si la forte immigration que la France connaît, si le modèle d'intégration républicaine fonctionne, si l'apprentissage de la langue se fait bien
dans les nouvelles couches de population qui viennent souvent de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un problème très complexe et je ne me permettrai certainement pas de l'aborder ici, mais je pense que ce sentiment d'inquiétude, en tout cas, est ressenti sur la langue, en tout cas, par un certain nombre de nos compatriotes, de nos concitoyens. Ce qui est sûr, et les chiffres sont hélas assez inquiétants, c'est que l'école a du mal à transmettre comme il le faudrait, comme elle le souhaiterait, comme la compétence de ses maîtres le permettrait, une bonne connaissance de la langue française aux nouveaux jeunes gens, aux enfants qui habitent notre pays. Les derniers chiffres qui sont donnés sont assez inquiétants quand même. Quand on pense qu'on considère à peu près unanimement, d'après les études qui sont faites, que près de 20% des écoliers qui rentrent aujourd'hui au collège, c'est-à-dire un enfant sur 5, ne maîtrise pas le français, autrement dit, est incapable de lire un texte et de le comprendre en même temps. C'est comme si, au fond, aujourd'hui, un enfant sur 5 qui entre au collège était presque déjà condamné à végéter, faute de cette connaissance de la langue française. On assiste, c'est vrai, à une réduction assez inquiétante du vocabulaire chez les jeunes, mais ce n'est même pas uniquement chez les jeunes, cet appauvrissement assez ressenti de la langue française. J'en ai parlé il y a quelques mois à peine avec un de mes illustres confrères de l'Académie française, qui est Valéry Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing me disait qu'il était très frappé et très attristé par les rapports dont il avait à prendre connaissance au Conseil constitutionnel dont il est de droit membre. Autrefois, me disait-il, quand on avait à juger de la constitutionnalité d'un projet de loi, un projet de loi bien rédigé faisait 2 ou 3 pages clairement écrites. Aujourd'hui, on assiste de la part des hommes politiques, qui ont sans doute pour la plupart fait l'ENA quand même, à des projets de loi qui font parfois une centaine de pages, alors que 3 pages claires et bien précises suffiraient, dans un jargon souvent abominable. Alors ne parlons pas évidemment de la langue, de la novlangue, comme on dit, des politiciens, c'est absolument effrayant. Je veux dire, quand il y a eu les projets sur le mariage pour tous, sur la procréation médicalement assistée, etc., on ne parlait plus de l'impossibilité de procréer des couples homosexuels, mais de l'infertilité sociale de ces couples. Vous voyez, cette manière de ne pas nommer les choses, c'est quand même incroyable. Au lieu de parler de l'avenir des jeunes Français, les textes politiques que j'ai lus parlent du devenir de citoyens. C'est quand même plus chic, mais c'est quand même... On ne dit plus qu'il faut travailler pour le pays, mais il faut faire France. Donc on est dans un jargon absolument abominable. On ne se lance plus dans des projets, mais on produit des possibles. Je crois que c'est quand même assez inquiétant quand même, non seulement cette perte du français dans l'enseignement ou chez trop de jeunes qui rentrent au collège, mais aussi, si je puis dire, dans les élites. Cette peur de nommer et cette manière d'inventer un jargon abominable. Vous avez tous en mémoire cette impossibilité aujourd'hui de dire les choses simplement. Chez les chrétiens, on ne parle plus de l'extrême-onction, mais on parle du sacrement des malades. Autrement dit, on a une grippe, on peut avoir le sacrement des malades. Non, l'extrême-onction, c'était l'extrême-onction. Vous savez très bien qu'on ne parle plus de femmes de ménage, mais de techniciens de surface, etc. On ne parle plus d'aveugles, mais de malvoyants. Il y a quand même là une peur de parler le français, de parler simplement le français en nommant les choses, qui me paraît inquiétante. J'en viens, si vous voulez, maintenant à la langue française qui a au fond et qui demeure encore le ciment de l'unité nationale. Je crois que la France, et c'est assez curieux d'ailleurs, et c'est assez beau, moi je trouve, est un des rares pays du monde où le français est nommément interpellé, nommément cité, nommément convoqué dans la Constitution et à l'article 2 de la Constitution. Le français est la langue de la République. Je ne crois pas qu'il y ait un seul pays européen où, dans sa Constitution, et dès l'article 2, est stipulé que cette langue, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, que sais-je, est la langue de la République ou de l'État. Je crois que, naturellement, je ne veux pas dire par là qu'il faut méconnaître la richesse, la diversité, l'intérêt, le patrimoine des langues régionales. Bien sûr que non.
Au contraire, on ne saurait jamais assez les préserver. Mais le français est quand même la langue de la République, la langue de l'État français. Et je voudrais, pour bien marquer en quelque sorte cette longue tradition du français comme langue de la nation, vous rappeler 2 dates qui me paraissent essentielles. La première est de 1539 et on la doit à François Ier. Je ne sais pas si vous avez vu récemment un film, qui était très intéressant du reste, sur France 3, qui évoquait la vie de François Ier et son œuvre politique. L'animateur qui avait fait ce film avec ses invités n'était pas très indulgent pour François Ier. Il cherchait un peu tous les prétextes pour un peu montrer à quel point peut-être sa gloire était peut-être usurpée. Bon, si Marignan avait été gagné, ce n'était pas grâce aux soldats de François Ier, mais uniquement grâce à l'armée vénitienne qui était venue le lendemain prêter un sacré coup de main, ce qui est vrai, et contribuer à la victoire. Mais enfin bon, quand même, Marignan, c'est aussi une victoire française. C'est comme si on disait que la guerre de 14 avait été gagnée uniquement par les soldats américains, même si le rapport a été décisif. En revanche, Pavie, c'était totalement de la faute, évidemment, de François Ier. On rappelait tous les crimes dont il était soit coupable, mais on ne rappelait pas l'un des actes les plus considérables de François Ier, qui n'était même pas évoqué dans ce film, dans cette série d'interventions et de reportages consacrés à François Ier, c'est les ordonnances de Villers-Cotterêts du 10 août 1539. Alors il y avait beaucoup d'ordonnances, il y avait 192 articles qui composaient l'ordonnance de Villers-Cotterêts, mais je voudrais en retenir 2 qui sont essentiels, mais essentiels pour le devenir de la nation française et de la France. C'était, d'une part, bon, ça c'est important administrativement, c'est la création de l'état civil, l'obligation pour tous les curés des paroisses de tenir un registre des naissances et des décès dans leur paroisse. Pour la première fois, on crée l'état civil, mais surtout, et j'en viens à l'essentiel, c'était la décision prise par François Ier du français pour la première fois comme langue officielle du royaume, et en particulier le français exigé pour tous les actes administratifs. C'était la première fois, je crois, qu'une ordonnance dans notre pays, une ordonnance royale bien entendu, traitait du problème de la langue, et le roi considérait que c'était son devoir de traiter de la langue et de la considérer comme une affaire nationale. Et si vous voulez, justement pour justifier le français comme langue administrative, l'article 110, je peux vous le lire dans sa version originelle, c'est quand même une date émouvante et un texte émouvant, que les arrêts soient clairs et entendibles, et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des dits arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait ni ne puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à en demander interprétation. Voilà quel était ce qui justifiait pour François Ier le choix du français comme langue de la nation. Et la seconde date historique, et naturellement elle m'intéresse au premier lieu, c'est, et qui me paraît aussi la deuxième étape constitutive du français comme langue, qui est l'affaire de tout le monde, mais aussi l'affaire des gouvernants, c'est le 22 février 1635. Ce jour-là, le 22 février 1635, a été officiellement créée l'Académie française à l'initiative de Richelieu, avec des statuts et règlements établis ce jour-là, des lettres patentes d'établissement qui seront signées ensuite par le roi Louis XIII. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de penser que ces règlements de l'Académie française, ces statuts assez courts, Giscard d'Estaing aurait été content, là ils étaient courts et clairs, les statuts, ils tiennent sur 2 pages, pas plus, n'ont quasiment jamais été changés depuis 1635. Il y a eu quelques petites modifications établies durant la Restauration en 1815 par le fait du roi Louis XVIII, mais pour l'essentiel, et c'est à ce titre que l'Académie française est la plus vieille institution française encore en exercice selon les mêmes statuts, avec dans une certaine mesure le Collège de France qui l'a précédé, cette plus vieille institution française vit sur ces statuts-là. Et l'article principal de l'Académie française, de ses statuts, c'est l'article 24 qui, en quelque sorte, prescrit sa mission et définit son autorité depuis les origines. Cet article 24 dit « La principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure
éloquente et capable de traiter des arts et des sciences. Il va de soi qu'une langue n'est vivante que si on peut traiter dans cette langue tous les arts et toutes les sciences. Et la mission de l'Académie française était précisément, en quelque sorte, de fixer la langue, de la contribuer à la structurer, si je puis dire, et donc à lui donner un sens qui puisse être intelligible partout. Alors, bien sûr, je reviendrai sur la tâche de l'Académie française, mais encore aujourd'hui, on est souvent, appelé, interpellé pour donner aux mots une définition certaine, pour éclairer en quelque sorte la mission de la France ou la mission même du législateur. Il y a 1 an ou 2, j'étais à l'époque directeur de l'Académie, parce que je dois dire que l'Académie est une compagnie extrêmement démocratique. Tous les membres sont égaux entre eux. Quand nous sommes à l'Académie, on ne donne aucun titre à aucun de nos confrères. On ne doit pas dire « Monsieur le Président » quand on s'adresse à Giscard d'Estaing, ou « Monsieur le Ministre » quand on s'adresse à Alain Decaux, ou « Monsieur ceci » ou « Monsieur cela ». On est tous « Monsieur » et on ne doit pas donner des titres. Et il n'y a pas protocolairement aussi quelqu'un qui passe avant quelqu'un. Le seul ordre protocolaire à l'Académie, c'est la date d'élection à l'Académie. Celui qui était élu avant un autre académicien a la priorité sur lui. Donc c'est un acte extrêmement... Donc, comme il faut bien sûr présider les séances, donc à tour de rôle, tous les 3 mois, des académiciens se retrouvent directeurs. Pas tous, parce que certains sont trop âgés, d'autres trop fatigués, d'autres n'ont pas forcément les qualités requises, mais en fait, nous sommes un certain nombre à tourner et à diriger les séances. Et donc, il y a environ, il y a maintenant 1 an et demi, je ne sais plus, j'étais directeur et j'ouvre et reçois une lettre que je lis à mes confrères, qui était une lettre, qui était une saisine, en fait, politique, envoyée à mes confrères et donc à moi-même, venant d'une quinzaine de sénateurs, à l'initiative de Jean-Pierre Raffarin, qui nous demandait la définition exacte du mot « mariage ». Bon, vous devinez pourquoi, évidemment, cette lettre venait dans un combat législatif, et pas seulement, j'étais dit, très passionné sur ce qu'on a appelé improprement le mariage pour tous, et il nous demandait justement quelle était officiellement la définition du mot « mariage ». Alors évidemment, on voyait la manœuvre qui était exploiter une définition du mot mariage pour l'utiliser dans un combat politique assez difficile. Il n'était pas question pour les académiciens français de donner raison à telle ou telle sensibilité dans ces débats qui agitaient fiévreusement le Parlement et la société française du reste. Non seulement parce que sinon c'est l'Académie qui serait déchirée, parce qu'il y avait 2-3 de nos confrères qui étaient passionnés pour le mariage pour tous, certains qui étaient plus réservés, etc. Il ne s'agissait pas de faire ça, mais on a travaillé et on a donné un historique du mot mariage, pour être très précis, d'où venait le mot mariage qui venait du latin maritus, etc., qui veut dire union de, mais pas forcément union de 2 personnes. En latin, on dit le mariage de la brique et de la pierre dans un édifice, par exemple, mais qu'en effet, on constatait que le mot mariage, dès qu'il s'applique à 2 personnes, avec des sens très différents selon les siècles, puisque le mariage est d'abord religieux, après civil, etc., en effet, désigne l'union de 2 personnes de sexe opposé. Mais nous ajoutions que si le législateur décidait de définir le mot mariage comme l'union de 2 personnes du même sexe, il appartiendrait et naturellement à l'usage de voir si ce mot prendrait, mais qu'aujourd'hui où nous parlions, le mot mariage avait ce sens-là. Et je me souviens, je marchais sur des œufs en tant que directeur, car j'avais peur que tout explose parmi mes confrères, que des disputes naissent alors qu'on essaie d'être le plus neutre possible. Et je me souviens que la formulation que je leur avais proposée était la suivante: si par un glissement de sens, le mot mariage est appelé à désigner dans l'avenir l'union de 2 personnes de même sexe, il appartiendra de vérifier si dans l'usage, ce mot prendra. Bien. Et que ce n'était pas encore le cas au moment où nous étions en train de discuter, parce que même il n'y avait pas eu encore les votes définitifs sur cette fameuse loi. Et je vois que quelqu'un demande la parole, c'était le chancelier de l'Institut, Gabriel de Broglie, qui est aussi membre de l'Académie française, et qui est un juriste, et qui lève le doigt. Alors je lui donne la parole, bien entendu, et il dit, écoutez, je n'ai pas de remarque à faire, mais une observation tout de même, et je me dis, oh là là, zut, ça va peut-être, tout va exploser. J'étais terrorisé.
et à côté de moi, Hélène Carrère-Dancos, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie française et qui cherche aussi, naturellement, à la bonne entente de tous les confrères de l'Académie, se disait qu'est-ce qui va sortir. Et simplement, Gabriel Debrau dit, écoutez, il y a un seul point sur lequel j'aimerais qu'on refasse, qu'on rectifie la formulation avant de l'envoyer en réponse aux sénateurs qui avaient souhaité cette réponse de l'Académie, c'est quand vous dites « si par un glissement de sens, ce mot désigne », et il dit « je préférais qu'on écrive « si par une rupture de sens ». Et alors je regarde certains de mes confrères que je ne nommerai pas, dont je savais qu'ils étaient très très sensibles à cette loi, et apparemment ils ne réagissent pas. Je dis « bon, tout le monde est d'accord ? Oui, adopté ». Bon, et à ce moment-là, effectivement, l'un de mes confrères demande la parole. Je dis « oui, vous avez la parole, mais on a décidé qu'on a adopté ». Il dit « oui, mais simplement pour vous dire que cette rupture est déjà accomplie, donc ça ne sert à rien de faire cette remarque. » Enfin, moi, je dis « bon, d'accord, très bien. » Voilà. Mais c'est pour vous dire à quel point il était important, justement, il est toujours important que l'Académie se penche sur les mots et leur donne des règles certaines. Alors, si vous voulez, c'est assez amusant parce que on disait autrefois qu'il y avait, je me souviens au début du XXe siècle, j'ai lu ça plusieurs fois, on disait autrefois au début du XXe siècle qu'il y avait à peu près 5 choses immuables en Europe. Il y avait le Vatican à Rome, le Grand État-major allemand à Berlin, la Chambre des Lords à Londres et l'Académie française à Paris. Or aujourd'hui, où on est, le Vatican a fait son aggiornamento avec Vatican II. Le Grand État-major allemand a disparu avec la chute du Troisième Reich, on s'en consolera. La Chambre des Lords s'est sabordée dans ses privilèges héréditaires. Reste l'Académie. Alors pourquoi il reste l'Académie ? Peut-être, on pourrait dire, si on est mauvaise langue, parce qu'elle ne sert à rien de précis, mais peut-être aussi, plus vraisemblablement, parce qu'elle sert à quelque chose qui n'est pas tributaire des aléas de l'actualité, mais à quelque chose d'essentiel, qui est la langue. Si je regarde les origines de la création de l'Académie en 1635. Il est assez amusant de regarder pourquoi cette Académie a été créée en 1635. En vérité, avant que soit créée l'Académie, il existait déjà un certain nombre de lettrés, assez jeunes pour la plupart, qui avaient peut-être entre 28, 30 et 40 ans, 45 ans, qui se réunissait chez le secrétaire particulier de Louis XIII, un homme dont la postérité n'a pas beaucoup retenu le nom. Il s'appelait Valentin Conrart, c'était le secrétaire de Louis XIII, c'était un calviniste, et c'était un homme qui ne parlait pas le latin, ce qui était assez rare parmi les hommes, les lettrés de son époque, et malgré tout, avec des amis, ils se réunissaient dans un cercle qu'ils avaient appelé tout simplement, ils ne doutaient de rien, mais ils n'avaient pas tort, l'Académie des Beaux Esprits. Alors c'était le cercle des Beaux Esprits qui se réunissait là. Et Richelieu a eu vent, par l'un des membres de ce cercle des beaux esprits, qu'il y avait comme ça une 20, 25, 30 personnes, le chiffre était très fluctuant, qui se réunissaient chez ce Valentin Conrart. Et comme tous les hommes de pouvoir, Richelieu se disait, oh là là, quand on ne disait pas à l'époque des intellectuels, mais quand des beaux esprits, si vous voulez, pour reprendre la terminologie de Valentin Conrart, se réunissent, ça peut toujours être inquiétant. Ils peuvent toujours peut-être avoir des pensées séditieuses, je ne dirais pas complotées, mais qui sait. Il vaut mieux les avoir avec soi qu'en dehors de soi. Si bien qu'il a été voir Valentin Conrart, le cardinal de Richelieu, leur a dit, écoutez, c'est très très bien ce que vous faites, cette réunion entre vous, mais j'aimerais que vous vous réunissiez sous ma protection et que vous créez des statuts que je me fais fort d'approuver et de faire approuver par le roi. Et naturellement, il n'était pas possible pour ces membres de ce qui allait devenir l'Académie française de ne pas obéir à son éminence, le cardinal de Richelieu. Alors, si bien qu'ils ont en effet créé ces statuts. Alors, le chiffre 40, qui est le nombre d'académiciens, comme vous le savez sans doute, n'a pas été choisi par hasard. C'est Richelieu qui l'a choisi, car il voulait une assemblée assez restreinte. Si vous comparez par exemple l'Académie française aux autres académies que l'Institut, disons, a charge d'administrer pour les intérêts communs, ils sont beaucoup plus nombreux. L'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, ils sont parfois 80, 100, parfois plus avec les membres associés, les membres étrangers, etc. 40, c'est un nombre relativement restreint. Mais Richelieu s'est dit, il ne faut pas qu'ils soient moins nombreux, parce qu'il considérait qu'à 40, on ne peut pas tenir un secret.
Si on est 10, si on est 15, on peut comploter, on peut ne pas dire les choses. À 40, si je puis dire, il y a toujours une fuite quelque part. Donc 40 est un bon chiffre pour être sûr qu'il n'y aura aucune conclusion secrète, aucune pensée dangereuse que les académiciens voudront tenir secrète. Donc c'était là le chiffre 40. Il fallait encore trouver un nom à cette académie. Alors, on a certains papiers d'archives qui sont assez amusants parce qu'ils s'étaient dit qu'ils appelleraient ça l'Académie des beaux esprits pour rejoindre le cercle des beaux esprits. Puis c'était un peu emphatique. Ils ont pensé de l'appeler l'Académie de l'éloquence. Alors ils ont pensé aussi l'appeler l'Académie éminente, ce qui était un peu flagorneur vis-à-vis de son éminence, le cardinal de Richelieu. Et finalement, ils ont choisi l'Académie française, tout simplement. Et est-ce que le pouvoir, c'est-à-dire Richelieu d'abord, qui était le protecteur de l'Académie, le premier protecteur de l'Académie, et après Richelieu, il y aura le chancelier Séguier, mais très vite après, le protecteur de l'Académie sera le roi de France, ou après, ça sera l'empereur, ou après le président de la République. Donc, ce sera toujours le chef du gouvernement, le chef de l'État, pardon, qui sera le protecteur de l'Académie et qui aura un pouvoir réel, mais en fait jamais vraiment exercé, c'est celui d'approuver tous les nouveaux élus de l'Académie française. Les académiciens français se cooptent entre eux. Quand un académicien meurt, un autre académicien, il est remplacé par un autre académicien, à la majorité, naturellement, des bulletins des académiciens présents le jour du vote. Mais il faut après l'approbation du chef de l'État. Approbation qui est toujours donnée. Il n'y a pratiquement eu, pour ainsi dire, jamais d'exemple dans l'histoire de l'Académie d'un chef d'État qui ait opposé son veto à l'Académie. Il y en a eu un, en fait il y en a eu quelques-uns, mais de manière préventive. Il y a eu Napoléon, quand Chateaubriand a été élu à l'Académie française, il a été élu à l'Académie française, et il devait faire un discours sur son prédécesseur, qui était d'ailleurs un régicide, c'est François-Marie Chénier, le frère d'André Chénier, et Chateaubriand avait un peu attaqué les pouvoirs personnels forts. Et Napoléon a considéré que c'était une attaque indirecte contre lui, même si les exemples que puisait Chateaubriand étaient tirés de l'histoire romaine, et il a interdit ce discours. Comme Chateaubriand n'a pas voulu le remanier, de fait, Napoléon a exercé un veto qui a interdit à Chateaubriand d'entrer en séance parmi ses confrères jusqu'à la Restauration. Et les deux autres exemples qui me viennent à l'esprit, ils sont dus au général de Gaulle. Il y avait deux grands écrivains qui méritaient l'Académie française, et quand le général de Gaulle était au pouvoir, il s'y est opposé préventivement. Le premier, c'était l'immense poète qui était Saint John Perse, à qui de Gaulle ne pardonnait pas le fait, lorsqu'il était en poste diplomatique à Washington, au moment de la débâcle. Naturellement, Alexis Léger, qui c'est son véritable nom, n'a pas rallié Vichy, mais ne s'est pas rallié non plus au général de Gaulle. Et non seulement ça, mais restant à Washington, il a contribué comme un peu conseiller de Roosevelt de lui dire qu'à ses yeux, la légitimité du général de Gaulle était très douteuse. Donc la méfiance de Roosevelt vis-à-vis de Gaulle pendant les années de la guerre, a été pour une part nourrie et justifiée, si je puis dire, par les remarques d'Alexis Léger. Et le général de Gaulle était un homme qui n'avait pas l'oubli facile, et donc n'a jamais souhaité que cet homme qu'il avait considéré comme son adversaire de fait pendant la guerre, même si encore une fois Alexis Léger et Saint John Perse n'a jamais été pétainiste, il ne souhaitait pas sa présence à l'Académie française. Et le deuxième exemple, mais il est revenu après sur sa décision, c'était Paul Morand. Paul Morand qui était conseiller à l'ambassade, qui était en poste à Londres en 1940. Et quand De Gaulle arrive à Londres en juin 1940, il dit à Paul Morand de rester auprès de lui. Et Paul Morand, qui est un légaliste en quelque sorte, ne voit aucune absence de légitimité dans le gouvernement de la Troisième République, qui est à Bordeaux encore, et revient en France pour prendre ses ordres du gouvernement qu'il juge légitime. Et après, il deviendra d'ailleurs ambassadeur de France sous Vichy, comme vous le savez, et De Gaulle ne lui pardonnera pas. Ce qui fait qu'en 1958, lorsqu'il revient au pouvoir, et lorsque ce
manifeste un mouvement en faveur de Paul Morand, il dit non. Il n'aura pas mon soutien, si bien que les académiciens renoncent à les lire. En revanche, 10 ans plus tard, en 68, De Gaulle dira « Vous pouvez les lire, je n'y vois pas d'obstacle cette fois-ci ». Mais il y a une chose assez amusante, et là je m'éloigne un peu de la langue française, je suis désolé, mais je vais y revenir, rassurez-vous, c'est que c'est un truc juridique très amusant d'ailleurs, c'est que l'approbation du chef de l'État ne se manifeste pas par une signature, par un décret. C'est une chose unique, je crois, dans l'administration, dans la légalité française. Le chef de l'État accepte une rencontre avec le nouvel élu qui vient lui rendre visite et on considère juridiquement que visite vaut approbation. Il suffit de le voir, et ça amusait beaucoup, je me souviens, Georges Védel, le doyen Védel, l'un des principaux rédacteurs, l'un des principaux auteurs de la Ve République, et qui j'ai fait qu'à peine entrecroiser par téléphone, parce qu'il est mort quelques mois après ma candidature à l'Académie française, ça l'amusait beaucoup. C'est le seul cas où une visite vaut approbation. Et De Gaulle a simplement dit « Je ne recevrai pas Paul Morand s'il est élu parmi vous. Je l'ai rencontré déjà à Londres en 1940. Je considère que la visite a été faite. N'en parlons plus. » Voilà. Donc, j'en reviens à ce pouvoir politique que j'évoquais envers l'Académie et que pourrait exercer le pouvoir en place. Alors, au début, il a été question, en effet, de tenter d'influencer les travaux de l'Académie française de manière politique, au tout début de la création. Et ça avait trait indirectement à la langue française. C'est ce qu'on a appelé, peut-être certains d'entre vous, les plus lettrés ou sont que la meilleure mémoire, se souviennent de ce qu'on a appelé la querelle du Cid. Très peu de temps après la création de l'Académie française, Corneille, qui n'est pas encore de l'Académie française, écrit le Cid. Et il y a une querelle à propos du Cid, non pas tellement une querelle littéraire, pour savoir, bien qu'elle ait existé, si Corneille vraiment suit scrupuleusement la règle des 3 unités qui fondent déjà la tragédie française. Non, il y a une querelle politique qui est grave. Pourquoi ? Parce que dans le Cid, souvenez-vous, nous avons un conflit entre, d'un côté, le roi et de l'autre côté, des nobles. Le roi interdit les duels de ces nobles. Et les nobles, au nom de leurs propres valeurs, ce sont des valeurs espagnoles, mais ça s'applique pour la France, considèrent que leur devoir, lorsqu'ils sont bafoués, lorsqu'ils sont déshonorés, c'est de se battre en duel. Donc, dans le Cid, il y a ces fameux duels où meurt, vous savez, donc le père de Chimène, tué par le Cid. Et au fond, il y a d'une certaine manière une glorification de la position des seigneurs qui vont à l'encontre de la décision royale, ce qui était très intolérable pour le pouvoir politique français de l'époque. Surtout, nous étions à un moment où le pouvoir absolu, le pouvoir central, le pouvoir royal se renforçait. Et donc, le Cid venait comme une sorte de petite épine, un peu en quelque sorte dans le pied, si j'ose dire, du roi qui tentait à affermir son pouvoir personnel. Si bien que l'Académie française a été saisie officiellement de l'affaire du Cid et, par le biais du cardinal de Richelieu, on a demandé à l'Académie française ce qu'elle pensait, son opinion sur le poème dramatique du Cid. Et naturellement, Richelieu, le roi Louis XIII, tous espéraient que cette académie qui existait grâce à elle allait emboîter le pas et condamner au nom de cette autorité intellectuelle qu'avait désormais l'Académie française, allait condamner Corneille et sa pièce Le Cid. Eh bien, pas du tout. L'Académie française a mis beaucoup de temps à débattre, à réfléchir, à lire, à se disputer entre elles. Et à la fin, avec quelques réserves, l'Académie française a salué le Cid. Et elle a considéré que cette tragédie tenait, je le cite, le rapport de l'Académie, un rang considérable entre les meilleurs poèmes qui aient jamais paru sur la scène française jusqu'à présent. Donc, l'Académie française a manifesté son indépendance, son autorité, a loué le Cid, et je crois que ça a été le premier et l'unique exemple d'une tentative d'ingérence du pouvoir politique sur l'Académie pour qu'elle rendre un arrêt. Alors peut-être aussi que le mot mariage était une manière indirecte
peut-être de nous influencer sur un plan politique, et on s'en est bien gardé. Mais j'en reviens à ce qui est l'essentiel. Je regarde ma montre pour savoir si le temps ne passe pas trop vite. J'en reviens à ce qui est quand même très important, c'est cette mission de l'Académie, donner des règles certaines à notre langue. Et je crois que c'était quelque chose d'indispensable à l'âge classique. Il y avait eu cette langue qui s'était forgée peu à peu au Moyen-Âge, à la Renaissance, dans un foisonnement baroque absolument somptueux, des inventions lexicales, en veux-tu, en voilà, des néologismes partout. Je me souviens d'un poème de Garnier qui était magnifique, qui s'appelait, j'ai oublié le titre de cette tragédie de Garnier à la fin du XVIe siècle, où l'héroïne qui veut éloigner son jeune amant pour qu'il puisse être heureux, et même si elle est déchirée de quitter cet amant, elle lui dit « Ne va pas malheurer de ton malheur ma vie ». C'est-à-dire ne va pas malheurer de mon malheur ta vie, c'est-à-dire ne va pas on dit chagriner, on dirait, ou attrister, mais il y avait malheurer comme on dit, et je trouve ça très beau, ne va pas malheurer de mon malheur ta vie, ne va pas t'attrister de mon chagrin par cette séparation. Et puis arrive un moment au XVIIe siècle où il faut que tout se remette en place, que le français qui va devenir à ce moment-là, mais qui n'était pas encore la langue européenne par excellence, la langue claire, intelligible, la langue de la diplomatie, la langue des sciences, de la culture, il faut un peu l'ordonner. Même si cet ordonnancement, si cette catégorisation de la langue se fait parfois au détriment d'une perte, c'est incontestable. Et je pense que pour Richelieu, qui était un homme, un immense politique, l'Académie devait jouer ce rôle-là, d'une langue claire, simple, et qui s'accordait aussi à la même mainmise d'un pouvoir qui devenait un pouvoir d'une monarchie qui était en passe de devenir absolue, qui le deviendra très peu de temps après avec Louis XIV. Alors je voudrais vous citer ici un homme dont le fantôme est évidemment partout dans cette pièce, dans ce lieu, le CUM, c'est Paul Valéry. Paul Valéry, qui un jour avait eu cette image que je trouve très belle, dans un propos qu'il tenait à des journalistes qui lui parlaient de la langue française. Et il comparait ce foisonnement baroque de la langue française au classicisme qui allait suivre à une entreprise, au fond, en quelque sorte, de découverte d'un pays sauvage par des explorateurs qui s'enrichissent de toutes leurs découvertes, et puis après vient le temps de l'ordre, de la colonisation, de faire des routes. Et je vais vous lire exactement ce que dit Valéry, c'est très très beau. Alors il compare la langue de la Renaissance, si foisonnante, si inventive de la Renaissance, telle que les écrivains l'exploraient cette langue, il la compare, alors je cite, aux entreprises de conquérants ou de flibustiers qui débarquent dans une terre vierge, s'enrichissent violemment de ce qu'ils trouvent, exploitent brutalement et vivement les ressources les plus apparentes et explorent au hasard des facilités qu'ils rencontrent ou de leur convoitise le pays neuf qu'ils viennent de conquérir. Ils font des fortunes colossales, brusques et parfois peu durables, mais le pays est ouvert, ces forêts et ces mines sont devenues accessibles, l'heure sonne de l'établissement, de l'installation, de l'établissement régulier. Les classiques paraissent à leur tour. La jeune colonie voit arriver des administrateurs, des ingénieurs, des juges et même des gendarmes, grâce auxquels la proie des précédents occupants va devenir une terre civilisée dont les derniers venus dresseront une carte et une topographie exactes. Ils traceront des réseaux rationnels de routes et de lignes ferrées, ils feront régner l'ordre et parfois les inconvénients de l'ordre. Et ils transformeront enfin la terre conquise en province parfaitement connue et sagement administrée. Et c'est précisément ce rôle-là que définit Valéry par cette longue métaphore qui est le rôle qu'a tenu l'Académie française à sa création. Alors, je vous ai lu l'article 24 de la création de l'Académie. Je pense que l'article 26 est aussi important puisqu'il dit l'essentiel des tâches de l'Académie. Il sera composé un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique sur les observations de l'Académie. Alors la rhétorique et la poétique seront très vite abandonnées. Reste le travail du dictionnaire de l'Académie, ce fameux dictionnaire de l'Académie. Et alors la question évidemment qui se pose, c'est que doit-on penser du dictionnaire de l'Académie, qui a connu depuis 3 siècles 8 éditions successives, et actuellement nous travaillons sur la 9e qui est en cours d'achèvement et qui devrait être terminée dans les 2 ans,
3 ans maximum à venir. Donc depuis plus de 2 ou 3 siècles, les académiciens se réunissent régulièrement, discutent du choix des mots, de leur juste définition, de leur étymologie exacte. Et depuis maintenant assez longtemps, depuis en tout cas la Restauration, ces réunions se tiennent en général le jeudi. Alors, évidemment, il y a les séances de tous les académiciens qui discutent des mots, et puis je reviendrai après sur ce sujet, une commission restreinte d'académiciens qui travaillent, je dirais, plus sérieusement, avec plus d'ordre. Permettez-moi de vous raconter une anecdote, parce que c'était un souvenir que je n'ai jamais oublié. Je crois que c'était la première fois que j'entrais en séance à l'Académie. J'avais été élu à la fin de l'année 2001, c'était donc, je crois, oui, en mars 2003, et je me trouve pour la première fois en séance parmi mes confrères. Et j'étais évidemment grelottant de timidité, et j'étais impressionné car j'étais à côté de François Jacob, prix Nobel de biologie, de Claude Lévi-Strauss, l'un des plus grands esprits de notre temps, de beaucoup d'autres personnes vraiment tout à fait remarquables, je ne pourrais pas les citer tous, Jacqueline de Romilly, qui était immense helléniste, Jean-Denis Bredin, grand juriste, etc., etc. Et il y avait le mot récréation. Le mot récréation. Et alors, chacun discute du mot, de l'origine du mot, l'étymologie du mot. Et je revois encore Jean-François Revel, qui avait été un grand philosophe, analyste politique, un grand esprit de notre époque, lève la main, parce que c'est très... Autant il y a une fraternité chaleureuse et simple quand on est entre nous, mais quand on est en séance, c'est assez formel. C'est donc le directeur qui donne la parole à celui qui la demande, et tout le monde se vouvoie en séance, et donc le directeur en exercice, je ne me souviens plus qui c'était, dit la parole est à monsieur Jean-François Revel, et Jean-François Revel dit, écoutez, c'est très bien cette définition, mais je pense que l'on pourrait quand même, dans la définition, mettre sous la rubrique familier, récré. Parce que tout le monde dit depuis des décennies et des décennies, la récré, la cour de récré, c'est la récré, etc. Alors, il y a un certain silence de réflexion parmi mes confrères, et Jacqueline de Romilly lève la main. La parole est à Madame Jacqueline de Romilly. Et Jacqueline de Romilly, qui était une femme formidable, qui a été une amie très chère, et vraiment son souvenir encore ensoleille ma vie, tellement j'ai appris d'elle sur le plan humain, sur le plan intellectuel. Elle était très passionnée, hein, Jacqueline. Et elle se lève, elle dit « Il n'en est pas question, je ne veux pas qu'on mette récré. Si on commence à mettre le doigt dans les apocopes, on est fichu. » Je vous rappelle que les apocopes, c'est la formule de rhétorique qui consiste à garder le début d'un mot. Gym pour gymnastique, récré pour récréation, prof pour professeur. Naturellement, vous ne confondrez pas les apocopes et les aphérèses. L'aphérèse étant le contraire, c'est on garde la fin du mot. On dit bus pour autobus, par exemple, ou les ricains pour les Américains. Bon. Donc là, c'était les apocopes qui étaient... Alors, non, si le mot récré est écrit, si quelqu'un cherche dans le dictionnaire, il comprendra que récré est l'apocope de récréation, mais je ne veux pas qu'on commence à mettre le doigt dans ces facilités de langage, parce qu'on n'en finira plus. Alors, à ce moment-là, je crois que c'est François Jacob qui demande la parole, puis après il y a Jean-Denis Bredin, puis après il y a Marc Fumaroli, ensuite il y a Alain Decaux, et il y avait les pour récré, les contre récré. Chacun disait oui, vous avez raison, mais malgré tout le mot récré est tellement entré dans l'usage que c'est idiot de ne pas le mettre, on est aussi là pour faire état de la langue. Et je me dis, pendant 20 minutes, 25 minutes, ces gens absolument éminents, qui se disputent pour savoir si on met récré ou pas récré. Je me disais... C'est incroyable, parce que imaginez que le dictionnaire de l'Académie soit une entreprise commerciale et qu'un éditeur très riche engage à prix d'or 30 personnes, 40 personnes pour faire un dictionnaire, et que ces 40 personnes passent 25 minutes, voire une demi-heure à se disputer si on met récré ou pas récré. C'est, économiquement parlant, de la folie furieuse. Et je me disais, mais est-ce que je suis dans une maison de fous ou alors dans un lieu de très haute civilisation où il y a encore des gens qui ne discutent pas du sexe des anges, mais qui discutent de récré ou pas récré. Et je trouvais ça incroyable, mais incroyable. Et à la fin, alors comme personne n'était d'accord, il y a eu un vote. Alors le directeur a dit, écoutez, on va voter. Qui est pour récré, qui est contre récré? Alors ceux qui sont pour récré lèvent la main, comptent les voix. Ceux qui sont contre récré lèvent la main, ils comptent les voix. Alors je peux vous donner le résultat, les contre récré l'ont emporté sur les pour récréation.
Voilà. Mais c'était quand même pour moi un souvenir incroyable quand même, ce souvenir-là. Je crois tout de même, pour en venir à des choses plus graves, que l'Académie, avec son dictionnaire, et en particulier son édition du XVIIIe siècle, a vraiment fixé la langue française à cette époque dans son état d'élégance, de précision, de clarté, et c'est cette langue-là qui a quand même régné sur toute l'Europe du siècle des Lumières. Maintenant, il y a un problème de fond. Un grammairien, un lexicographe, et même les membres de l'Académie française, peuvent-ils vraiment orienter la langue? Peuvent-ils vraiment l'infléchir dans une direction souhaitée? Ou bien sont-ils malgré tout contraints à constater ce qui est le fait de l'usage et en prendre acte une fois que ce mot, cette formule, cette tournure est passée dans l'usage? Est-ce qu'il y a d'un côté une possibilité pour des académiciens en particulier d'avoir un côté prescriptif, autoritaire, ou au contraire un côté, au fond, bien sûr, de tenter de donner des indications, mais un côté un peu résigné de dire on ne peut pas faire grand-chose. Si je regarde les travaux de l'Académie française depuis le XVIIe siècle, on se rend compte que beaucoup de leurs idées n'ont pas été suivies, mais d'autres l'ont été et ont pris, si je puis dire, force de loi ou du moins force d'usage. Par exemple, au XVIIe siècle, j'ai retrouvé dans les procès-verbaux des travaux de l'Académie la question suivante que s'étaient posée les académiciens: faudrait-il, par simplification, féminiser tous les noms qui se terminent par un e muet? Beaucoup de noms qui se terminent par un e muet sont féminins, mais pas tous. Et donc, ils s'étaient demandé très gravement s'il faudrait dire une navire ou une anagramme, par exemple. Et finalement, je crois qu'ils ont renoncé à cette féminisation, mais ils se sont posé la question gravement. De même, ils se sont posé la question du redoublement des consonnes. Ils se sont dit, est-ce que ce ne serait pas plus simple quand même de supprimer les consonnes redoublées, de dire la sottise avec un seul T, par exemple? Et ils y ont renoncé. En revanche, ils ont décidé, pour simplifier, de supprimer le S dans certains mots, comme hôtel ou notre, ou bien nostre ou hostel. Et donc, ils ont dit non, on va mettre notre ou être avec un accent circonflexe pour rappeler par l'accent circonflexe la trace du S qui est important. Quand on veut aujourd'hui simplifier l'orthographe et quand on voudrait supprimer le S de hôtel, c'est dommage parce que, bien sûr, le S de hôtel rappelle que hôtel, ça se dit aussi en italien osteria, ospedale pour l'hôpital. Donc, c'est quand même, comment dirais-je, l'accent circonflexe et l'ombre portée, si je puis dire, du S latin sur la langue d'aujourd'hui. Mais parfois, certaines de leurs recommandations n'ont pas été suivies des faits. J'avais trouvé aussi comme exemple, la Cour avait, en 1674, sur le mot bienfaiteur. En fait, les académiciens se demandaient comment il faudrait dire. Et il y avait une dizaine d'académiciens qui disaient qu'il faudrait dire bienfacteur. Ce monsieur est un bienfacteur de l'humanité, par exemple. Et d'autres disaient non, il faut dire un bienfecteur. Et en fait, ni les uns ni les autres n'ont eu raison, parce qu'on dit un bienfaiteur. Alors parfois, ça revient effectivement de manière récurrente, ces questions sur les modifications, par exemple, de l'orthographe. Et il y a 2 ans, je relisais ce livre vraiment délectable que certains d'entre vous connaissent, et si vous ne le connaissez pas, vous avez bien de la chance parce que vous allez les lire. C'est Les choses vues de Victor Hugo. C'est ces petits carnets qu'il notait qui sont absolument, parfois un peu bon, quand il raconte toutes ces galipettes avec les domestiques, mais qui sont parfois assez graves et assez amusantes. Et dans Les choses vues, il parle de la séance qui se tient à l'Académie le 23 novembre 1843. Et il y est question des consonnes redoublées. Et voilà, je vais vous lire, parce que c'est quand même autant lire Victor Hugo que moi, c'est quand même mieux, je vais vous lire exactement ce que dit Victor Hugo. Donc quand il dit « moi », c'est Victor Hugo qui parle. Alors il y a Charles Nodier, le grand conteur, Charles Nodier, directeur en exercice de l'Académie ce jour-là, prend la parole et dit « Messieurs, l'Académie, cédant à l'usage, a supprimé universellement la consonne double dans les verbes où cette consonne suppléait euphoniquement le radical « d » du radical « ad ». Alors, moi, Hugo,
J'avoue ma profonde ignorance. Je ne me doutais pas que l'usage lui fait cette suppression et que l'Académie l'eût sanctionné. Ainsi, on ne devrait plus écrire atteindre, approuver, appeler, appréhender, etc. Tout ça avec des lettres renouvelées de T, de P, etc. Mais atteindre, approuver, appeler, appréhender avec une seule T, un seul P, etc. Si l'Académie et l'usage décrètent une pareille orthographe, je déclare que je n'obéirai ni à l'usage ni à l'Académie. Intervient M. Victor Cousin. Monsieur Cousin, je ferai observer à M. Hugo que les altérations dont il se plaint viennent du mouvement de la langue, qui n'est autre chose que la décadence. Moi, Hugo. M. Cousin m'ayant adressé une observation personnelle, je lui ferai observer à mon tour que son opinion n'est à mes yeux qu'une opinion et rien de plus. J'ajoute que, selon moi, mouvement de la langue et décadence sont deux. Rien de plus distinct que ces deux faits. Le mouvement ne prouve en aucune façon la décadence. La langue, depuis le jour de sa première formation, est en mouvement. Peut-on dire qu'elle est en décadence? Le mouvement, c'est la vie. La décadence, c'est la mort. Monsieur Cousin parle. La décadence de la langue française a commencé en 1789. Moi, Hugo. À quelle heure, s'il vous plaît? Voilà un extrait des choses vues de Victor Hugo. Toujours cette problème, d'ailleurs, cette obsession de la décadence. J'ajoute évidemment que je pense que cette initiative de l'Académie de supprimer les deux consonnes dans les verbes comme ad, apprendre, apprender, etc., elle n'a jamais été suivie. Non seulement elle n'a pas été suivie, mais elle a été abandonnée aussi vite qu'elle avait été évoquée par les membres de l'Académie française. Pour en revenir à ces discussions sur l'évolution de la langue, de l'écriture, de l'orthographe, c'est vrai que l'Académie est sans arrêt aujourd'hui encore appelée à se prononcer. Je pense en particulier à ce vrai problème, qui est le problème, par exemple, et sur lequel je ne vais pas vous entretenir trop longtemps, mais par exemple la féminisation des noms de métiers. Il est vrai qu'il y a encore quelques décennies, ou encore avant la guerre, certains métiers étaient uniquement dévolus aux hommes, donc la question ne se posait pas. Dès l'instant où les femmes ont accès à ces métiers, il est normal de féminiser les noms de métiers. Donc on a demandé à l'Académie si elle a donné son aval à telle ou telle féminisation. Faut-il dire une auteure avec un E, une écrivaine avec un E? Faut-il appeler une femme pompier une pompière? Ou faut-il appeler une femme avocat maîtresse, comme on dit maître? Bon, il y a toutes ces questions qui se posent et qui sont sérieuses. La position de l'Académie est de chercher toujours une féminisation du nom de métier. Effectivement, le souci de l'Académie, et c'est en tout cas mon souci en tant que membre de l'Académie, et je le prends pour moi, c'est de ne pas, si possible, que cette féminisation se fasse à l'encontre des règles de la langue française. On dit un acteur, une actrice, un réalisateur, une actrice, un auteur. On ne dirait pas une autrice, ça ne se dit pas, mais une auteure avec un E, comme une docteure avec un E, c'est contraire à l'intelligence, à la structure de la langue. En revanche, moi, j'aime pas le mot écrivaine, personnellement, je ne l'emploierai jamais. Mais le féminin de un en N n'est pas choquant pour la langue. Vin, veine, une entreprise veine, un acte vin. Donc, alors c'est curieux d'ailleurs, parce que quand on dit une écrivaine, on entend le mot veine. Alors que quand on entend un écrivain, on n'entend pas le mot vin. Mais disons qu'il n'est pas choquant de... Alors c'est sûr que pour certains mots, les mots en heure, il y avait souvent des mots en euse, le féminin, mais très souvent, le mot en euse, ça désigne la machine. Par exemple, quand on dit une moissonneuse, c'est pas la femme du moissonneur, c'est la machine. On dirait, quand on dit une moissonneuse-batteuse, c'est pas une dame qui moissonne et qui bat le blé. Donc tout ça, c'est des problèmes compliqués. Il est sûr que sur ces plans-là, et on l'a vu encore récemment, avec cette querelle dont vous avez tous recueilli les échos il y a un an à peine, même pas, je ne sais plus trop, quand un député de l'opposition malicieux avait appelé un peu par provocation une dame qui avait de manière occasionnelle rempli les fonctions de président de l'Assemblée nationale, l'avait appelée Madame le Président. Et cette femme féministe tout à fait convaincue avait exigé qu'on dise non, Madame la Présidente. Bon.
Et il avait dit, mais l'Académie française dit que Madame le Président, mais le règlement intérieur du Parlement disait qu'il faut dire Madame la Présidente. Donc qui avait raison, qui avait tort? L'Académie a été sollicitée, a donné un avis par les pages Internet, etc. Mais on voyait à quel point c'était un combat difficile, conflictuel, où les féministes se bagarrent, au fond, pied à pied, pour que la langue ne soit pas machiste, masculine. Mais simplement, je me contenterai sur ce plan-là de faire 2 remarques qui me paraissent de bon sens. La première, c'est que il y a 2 catégories qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première catégorie, c'est une catégorie, je dirais, naturelle, c'est la catégorie du sexe, mâle ou femelle. C'est de l'ordre de la génétique, de l'ordre, voilà, mâle ou femelle. Alors que le genre masculin-féminin, c'est de l'ordre de la grammaire. Alors, évidemment que l'ordre de la grammaire et l'ordre, si je puis dire, génétique, ont quelques liens entre eux. Il est souvent au féminin désigné ce qui appartient parfois au sexe féminin, mais pas toujours. Pas toujours. On dit une tortue, une sauterelle, c'est un mâle. On dit une girafe, c'est un mâle. Les machistes ne se formalisent pas qu'on dise une tortue pour un mâle tortue. Bon, dans l'armée, on dit une ordonnance, une estafette, une sentinelle. Ce sont des hommes. Donc, le souci de plaquer des catégories, si je puis dire, de l'ordre des sciences naturelles sur la langue, me paraît un peu stupide. La langue française est parfois menacée. L'autre jour, à la radio, j'écoutais un reporter qui faisait état d'un crime qui s'était passé dans la rue, je ne sais plus où, à Paris. Et voilà. Et le témoin du crime était une femme. Bon. Et le journaliste, emporté par sa vigueur, disait « la témoin », parce que c'était une femme. Mais alors, si la victime était un homme, il aurait dit « la témoin a vu le victime ». Enfin, c'est grotesque. C'est grotesque. Le mot témoin est masculin, le mot victime est féminin. Mais une victime peut être un homme. Il y a aussi des hommes parfois qui sont des victimes. Et des témoins, il y a des femmes. Donc, la manière de plaquer systématiquement pour féminiser la langue des catégories qui sont des catégories grammaticales sur des catégories qui sont des catégories, si je puis dire, génétiques, me paraît stupide. Il faut... Alors, si j'en reviens à cette histoire de Madame le Président, Madame la Présidente, c'est très compliqué là, parce que quand on dit Madame le Président, par exemple, on désigne une fonction, et ça vient du latin. En France, on n'a pas de neutre. Le neutre n'existe pas. Il y a le masculin et le féminin, mais il n'y a pas de neutre en français. Donc, on a considéré, ce que peut-être les féministes sont désolés, c'est que le masculin, c'est la forme du neutre. Quand, dans l'Empire romain, toutes les fonctions impériales d'autorité étaient neutres, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on désignait la fonction indépendamment de la personne qui l'exerçait. C'était une fonction au-dessus des catégories sexuées, si vous voulez, donc c'était neutre. Si vous voulez, imaginons que demain ou après-demain, nous ayons une femme présidente de la République. Ça viendra un jour ou l'autre et ça sera normal. Si je devais remettre des insignes de la Légion d'honneur à quelqu'un, est-ce que je dirais au nom des pouvoirs qui me sont conférés par la présidente de la République? Non, parce que je dirais au nom des pouvoirs qui me sont conférés par le président de la République. C'est une femme qui exerce cette fonction, mais ce n'est pas la femme qui a ses pouvoirs, c'est la fonction que cette femme incarne qui a le pouvoir. Donc, par exemple, oui, Madame Hélène Carrère d'Encausse tient à ce qu'on dise Madame le secrétaire perpétuel parce qu'elle exerce une fonction à ses yeux qui est la fonction de secrétaire perpétuel qui doit rester neutre. Alors pour les métiers, ce n'est pas le cas, mais pour les fonctions, ça peut être le cas. Je reconnais que c'est un problème extrêmement compliqué et que, par exemple, dans les gouvernements, même le gouvernement actuel, il y a des femmes qui tiennent à ce qu'on dise Madame la ministre, en féminisant, et par courtoisie, on peut les appeler individuellement Madame la ministre, d'autres qui tiennent à la neutralité de la fonction et qui demandent à ce qu'on les appelle Madame le ministre. Chacune réagit différemment et par courtoisie, en général, il est normal de s'adresser à la personne de la manière dont elle le souhaite, qu'on s'adresse nominalement à la personne. Reste que la fonction ministérielle ou présidentielle
est une fonction en principe qui est neutre, et donc on doit respecter ce neutre qui vient du latin et qui est en français le masculin, puisqu'il n'y a pas de neutre en français. Nous sommes à l'Académie française, et quand on parle de l'intérêt de la langue, toujours dans un dilemme qui est celui, au fond, de tous les dictionnaires. C'est la différence, au fond, entre deux types de dictionnaires qui sont les dictionnaires que j'appellerais les plus immédiates, les plus attrape-tout, si je puis dire, qui cherchent à capter les mouvements de la langue les plus rapides, les plus instantanés. Par exemple, le Robert, le petit Robert qui paraît chaque année, est un dictionnaire remarquable parce qu'il prend l'état de la langue à un moment donné. Et si tel mot, telle expression disparaît 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, si je puis dire, il laisse tomber ce mot. Et puis il y a des dictionnaires, si je puis dire, du long usage long, lent, patient. C'est qui se dit toujours, et c'est le cas du dictionnaire de l'Académie, qui naturellement change à chaque édition, puisque plein de mots nouveaux apparaissent, et qui se demande à chaque fois, est-ce que ce mot nouveau a des chances de rester dans la langue, ou bien est-ce que c'est un mot opportun qui va tomber très vite. Et c'est des discussions passionnées entre nous, parce qu'on se demande toujours, est-ce que ce mot va tenir? Et donc, on se dit, il faut vraiment marquer l'évolution de la langue dans sa longue distance, dans ses lents mouvements de houle, si je puis dire, et non pas chercher l'écume frivole du présent. Et alors, pour se rendre compte, au fond, un peu de ces deux positions d'un lexicographe, qui sont toutes les deux légitimes, mais encore une fois, l'Académie, ayant cette autorité-là, ne peut pas se permettre de donner crédit à un mot qui va tomber 2 ans après, 1 an après. C'est de penser au cas, au XVIIe siècle, d'un membre de l'Académie française qui fut aussi un très grand lexicographe, c'est Antoine Furetière. Sans doute ce nom vous est familier. Furetière était membre de l'Académie française. Et Furetière s'ennuyait un peu à l'Académie française. Il trouvait que justement que le français et la langue française telle qu'elle était enregistrée par les académiciens lui semblait trop classique. Et il avait fait une chose qui déontologiquement était un peu limite, c'est qu'il avait profité des travaux de l'Académie pour faire dans son coin un autre dictionnaire, qui est le dictionnaire à qui il avait donné son nom, et qui est un dictionnaire qui est exceptionnel pour nous, qui est le dictionnaire français parlé du XVIIe siècle, avec une vie, une chaleur, une image, mais souvent d'expressions de termes qui n'ont pas tenu du tout, qui sont tombés. Et donc il y avait d'un côté Furetière qui cherchait à capter dans son dictionnaire la langue telle qu'elle était parlée au XVIIe siècle, dans ses effets de mode les plus fugaces, et de l'autre, les académiciens français qui travaillaient, je dirais, plus sur le classicisme de leur langue. Alors Furetière naturellement a choqué beaucoup de ses collègues, et si bien qu'il a été de fait exclu de l'Académie française. On ne peut pas exclure quelqu'un, on reste académicien jusqu'à sa mort, mais malgré tout, il a été invité à ne pas trop participer aux travaux de ses confrères qui s'étaient jugés quasiment trahis par Furetière. Et voilà comment Furetière, et je regarde ma montre, oh là là, il est l'heure de conclure, voilà comment Furetière décrivait un travail à l'Académie. Il y en a un qui lit, un qui opine, 2 qui causent, un qui dort et un qui s'amuse à lire quelques dictionnaires qui est sur la table. Quand la parole vient au second, il faut lui relire l'article à cause de sa distraction dans la première lecture. Voilà le moyen d'avancer l'ouvrage. Il ne se passe point 2 lignes qu'on ne fasse de longues digressions, que chacun ne débite un conte plaisant ou quelques nouvelles, qu'on ne parle des affaires d'État et de réformer le gouvernement. Ça, c'est le Furetière polémique qui se moque de ses confrères. Il n'empêche que l'Académie française a quand même fait ces dictionnaires. Il n'empêche que l'Académie française a permis d'établir à ce moment-là et dans les siècles à venir cet état de la langue. Alors, il est l'heure de conclure car je n'avais pas mis ma montre sur la table et je me rends compte que j'ai dépassé d'1 quart d'heure le temps que vous pouviez m'accorder avec votre indulgence, et je crois que je vais conclure sur cette passion que nous éprouvons, nous, à l'Académie française, pour travailler aux mots, cette passion que nous ressentons, et ce fait qui sera ma conclusion. C'est le dictionnaire de l'Académie, qui est dans toutes les ambassades, dans tous les lieux publics, qui est le dictionnaire de référence, est un dictionnaire qui, malheureusement, est un dictionnaire qui n'était pas d'usage courant. Très peu de gens achètent le dictionnaire de l'Académie. Or,
le grand progrès d'Internet, la révolution d'Internet, c'est que désormais ce dictionnaire, par Internet, est libre d'accès, gratuitement dans le monde entier. Et donc n'importe quel chercheur en Patagonie, à Vladivostok, dans le fin fond de l'Océanie, s'il a un doute sur un mot, peut consulter le dictionnaire de l'Académie, et qui aussi, grâce à ces sites Internet, retrouve une vie, une présence, je dirais une actualité même dans ces combats qui étaient insoupçonnés encore il y a 20 ou 30 ans. Et donc c'est plutôt pour les académiciens français une source plutôt d'optimisme de voir que ces combats pour la langue que tant d'entre nous prenons à notre compte ont aussi désormais, je dirais, un écho et une présence auprès du plus grand nombre qui était insoupçonné autrefois. J'aurais pu continuer encore 1 heure avec vous, mais je crois qu'il est temps sagement de conclure et je vous remercie de votre attention. Ah oui, il y a des questions. Bien, mais je crois que nous aussi, nous serions restés 1 heure de plus à écouter Frédéric Vitoux. Donc, on ne pourra pas prendre de nombreuses questions. Et je vais quand même me permettre de poser la première en le remerciant très, très, très vivement au nom de notre Alliance française et du CUM pour tout ce qu'il a dit qui nous a passionnés, avec une conclusion très proche de celle de Pierre Assouline, d'ailleurs, sur ce que la langue gagne à être diffusée dans le monde entier par Internet. Alors, moi, une question. Comment avez-vous choisi le titre de votre dernier roman, Les Désengagés? Je parle du terme, du vocable, qui pourra vous être dédicacé à la sortie. Voilà. Sur quels critères avez-vous choisi ce titre? Alors, il y a une part souriante de provocation, bien sûr, puisque depuis la fin de la guerre, le mot d'ordre de tous les intellectuels, de tous les écrivains, de tous les penseurs, c'est l'engagement. Et il a parfois un côté très beau que je revendique. Mais revendiquer un titre de désengagement, c'est un peu une provocation. Mais dans le cas de mon livre, ce désengagement doit être pris, les désengagés, le titre de mon livre doit être pris dans un sens plus large, car ce livre, c'est aussi un livre sur, je dirais, le personnage central du livre est une femme qui a une bonne quarantaine d'années, très belle, et qui a un jeune amant, et qui est un personnage qui a des échos, volontairement de ma part, avec toute une lignée littéraire qui passerait, mettons, par la comtesse du mariage de Figaro, ou des noces de Figaro de Mozart aussi, qui pourrait passer aussi par la Sanseverina, ce personnage sublime de la Chartreuse de Parme, qui aime son neveu Fabrice, et qui ne le dira peut-être pas, mais c'est cet amour forcené, tendre et pudique, et qui se désengage de l'amour qu'elle a pour son neveu pour lui laisser vivre sa vie, même si l'épouse aussi veut vivre avec une petite dinde qui est Clélia Conti, mais c'est une autre affaire. C'est un personnage qu'on retrouve aussi dans un des plus beaux opéras du début du XXe siècle, qui est Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss, avec le livret de Hofmannsthal. Et au fond, c'est un personnage comme ça que j'ai voulu traiter, un personnage qui pense qu'à un moment donné, à l'âge qu'il a, il est temps de se désengager, non pas de l'amour, j'en n'en sais rien. Après tout, à 40 ans, 50 ans, une femme, et encore plus aujourd'hui que peut-être au siècle passé, est très belle, mais de se désengager d'une forme d'amour avec un jeune homme. Et il entre dans ce désengagement-là, beaucoup de courage, beaucoup de sagesse, peut-être beaucoup aussi de chagrin. Et c'est ce désengagement-là que j'ai voulu évoquer. À quand la parité homme-femme à l'Académie française, s'il vous plaît? Oui. Alors, ce qui est amusant, c'est de penser que dans les statuts de l'Académie, il n'y a jamais eu de préciser qu'il y aurait des hommes et seulement des hommes, puisqu'il avait été question au XVIIe siècle que Madame de Lafayette soit élue à l'Académie. Et je le regrette profondément, non seulement pour la qualité de Madame de Lafayette, mais parce que l'habitude aurait été prise que des femmes viennent à l'Académie. Et il a fallu attendre l'intervention de Jean d'Ormesson, vigoureuse en faveur de Marguerite Yourcenar, pour que des femmes soient élues à l'Académie française. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 5 femmes à l'Académie française. C'est pas énorme. Récemment, ils ont été élus, dans les dernières élections, là, on retrouve une forme de parité.
Mais je voudrais simplement faire une remarque générale. C'est que l'Académie n'est pas un parlement, n'est pas une compagnie qui doit être représentative. Le premier critère que nous retenons, c'est la qualité des membres. On se fiche de savoir si, par exemple, on vient d'élire et va être reçu il y a, dans 2 mois sous la coupole, un homme que j'admire profondément, que j'aime beaucoup et que j'ai un peu contribué à faire venir, qui s'appelle Dany Laferrière. Et c'est un écrivain haïtien qui vit au Canada, qui est citoyen canadien et qui est originaire de la seule république autonome, enfin, le seul État libre des Caraïbes francophones. Et la symbolique a été extraordinaire, mais extraordinaire, dans tout, aussi bien dans son pays à Haïti qu'au Canada, et ça a été formidable. Mais on n'a pas élu quelqu'un de moyen parce qu'il était ceci, on a élu un très bon écrivain et on a été sensible aussi à l'image qu'il y avait derrière. Donc, très souvent, on se pose la question, telle femme, et je voudrais en accueillir beaucoup, et beaucoup de femmes aujourd'hui seraient tout à fait dignes d'être à l'Académie, et je ferai le maximum pour qu'elles soient de l'Académie, mais l'idée de dire on va élire une femme parce qu'elle est une femme, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on élit quelqu'un, on avait élu par exemple une femme, non, je ne vais pas le dire parce que ce n'est pas très gentil pour une consoeur, même si elle est morte, alors je ne dis rien, voilà. Mais cela dit, croyez-moi, c'est une préoccupation qui est la nôtre et qui est celle d'Hélène Carrère-Dancause. Par exemple, au bureau, c'est très amusant, au bureau du premier trimestre, on avait comme directeur Madame Danielle Salnave, comme secrétaire perpétuelle, c'est une femme, ne l'oubliez pas, qui dirige l'Académie et qui dirige admirablement bien l'Académie, c'est Hélène Carrère-Dancause. Et il y avait... qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Florence Delay qui était chancelier. Donc on avait 3 femmes au bureau. Ce n'est pas suffisant, parce qu'il n'y avait pas assez du coup en face. Mais la notion de parité n'est pas sérieuse. La notion de savoir s'il faut élire plus de femmes à l'Académie, oui. Plus de femmes de talent, évidemment oui. Voilà. Monsieur. Vous nous avez parlé du choix des mots. Vous nous avez parlé également du rôle, du sens que vous donnez aux mots qui doit être retenu. Vous ne nous avez pas parlé, en revanche, puisqu'une langue c'est un phrasé, de la prononciation. Or, il se trouve que la langue française a énormément évolué. Si l'on entend, j'allais dire, dans la couleur du texte, les opéras de Lully et de Molière, la prononciation n'a strictement plus rien à voir avec celle que nous utilisons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, hélas, 1 ou 2 mots là-dessus, s'il vous plaît ? Oui, je vous dirai 1 ou 2 mots là-dessus volontiers, même si je dois dire que je suis élu à l'Académie en tant qu'écrivain et non pas en tant que linguiste et historien de la langue. Je vous ai dit à quel point il est souvent difficile d'orienter l'usage. S'il y a un domaine où il est quasiment impossible d'orienter l'usage, c'est la prononciation et l'évolution de la prononciation. C'est une évolution lente qui s'est faite, en effet, en France, qui s'est faite sans doute différemment dans d'autres pays, on s'en rend compte quand on est au Canada, mais il est très difficile de dire voilà comment il faut prononcer. Certes, on est sensible aujourd'hui à des disparitions de sons. Par exemple, un brin d'herbe n'est pas le même mot qu'un emprunt. Bon. Donc, il y a aujourd'hui une perte de sonorité dans certains mots qui disparaissent et on alerte les gens sur la bonne prononciation. Mais c'est très difficile parce que dans un texte écrit, qui est un dictionnaire, il est très difficile de donner, comment dirais-je, enfin, on donne, bien sûr, dans le dictionnaire, comment on doit prononcer les mots. On le dit sans arrêt. Dans notre dictionnaire, on a la transcription phonétique des mots. Donc, on donne comment on doit prononcer. Donc, tout notre dictionnaire, la 9e édition, est faite avec exactement l'indication de prononciation des mots. Mais les fautes que l'on entend aujourd'hui un peu partout, à la radio, à la télévision, par exemple la disparition des liaisons, par exemple, ce n'est pas exactement ce que vous dites, mais c'est quelque chose de préoccupant. L'Académie, au fond, c'est difficile parce que si elle proteste individuellement tous les 5 minutes, en disant « Ah, attention, on ne dit plus les liaisons », on n'est plus audible. Si on parle de temps en temps, c'est différent.
Mais donc, on a toujours une question d'efficacité du message que peut donner l'Académie française. Mais en effet, sur l'évolution de la lente évolution de l'accentuation, la disparition de certains mots, de la nasalité de certaines voyelles, etc., qui disparaît, oui, on en prend acte, mais il n'y a pas là un bon et un mauvais usage, si vous voulez. Il y a une évolution de la langue. Voilà. En revanche, il y a des mots qui sont souvent mal prononcés, et là, on est plus présent pour les redresser. Car le dictionnaire de l'Académie française est un des rares dictionnaires où il y a aussi non seulement des définitions de mots, mais aussi des conseils. Attention, ce mot ne doit pas être pris dans tel sens ou dans tel autre. Donc c'est un dictionnaire aussi qui est, je dirais, pédagogique ou indicatif. Bien, nous vous remercions pour vos questions et nous remercions surtout Frédéric Vitoux pour cette deuxième visite magnifique au Centre universitaire méditerranéen où nous espérons l'accueillir prochainement à nouveau.